vais faire un chant. Parce que j'aime quand chanter, c'est ça, j'emmène la force pour vous autres. Si vous pouvez toucher même, on vous donne la force. Je vais faire un tour, mettez la main et vous vous donner la force. J'aime ça quand je chante, quand je vois ça, j'emmène partout. Même quand j'étais partout, j'ai amené le tombeau. Avant, j'avais un petit tombeau avant. Hein, Marc? J'avais un petit tombeau avant. J'ai vu quand tu vois les photos là-bas en 2009. Grâce à moi, j'ai arrêté l'uranium avec ma fanfare. J'étais voir mon commentaire, ils étaient contents, ils m'ont serré la main. Ils ont pleuré pour moi. Moi, j'ai chanté pour un aîné qui s'appelait Alexandre Mackenzie. Il est décédé, il chantait pour lui, il m'a donné son chanson. Il défendait les territoires, il continuait à battre pour. Il m'a dit, tu feras beaucoup de choses, tu défendras les territoires des Hunos, des Blancs, donne envoie dans la lumière des Blancs. Fermez vos yeux, entendre le bruit de tombeau. Si vous l'entendez. En fait, on m'a demandé de faire la présentation aujourd'hui, dans le sens qu'au départ, je viens d'Abitibi et que finalement, l'Abitibi a été historiquement un lieu où le développement minier, surtout de l'or et de l'argent, il y a aussi du cuivre dans le coin de Rwanda, et on a été dans des enjeux miniers depuis plusieurs années. Vous savez que depuis 1880, là, je fais un petit peu d'historique, mais je vais aller assez rapidement au niveau de l'histoire. C'est en 1880 qu'on a décidé que le Québec il allait avoir un lac général des mines de Québec, c'est-à-dire qu'on permettait au gouvernement de posséder le sous-sol québécois puis de l'exploiter. Donc, tous ceux qui demeuraient sur le dessus n'avaient rien. Il y avait le droit à ce qui poussait, mais ce qui était en dessous appartenait à l'État. Et puis, l'objectif, finalement, gouvernemental dans cette période-là, c'est de dire on n'avait pas d'argent, on était pauvres comme job, il n'y avait pas beaucoup d'impôts à payer, pas beaucoup de taxes, donc on s'en remettait aux entreprises. Et puis, c'était la logique du développement minier au Québec, c'était de dire on fait la place aux entreprises et ils vont nous donner des redevances pour qu'on puisse là, opérer comme peuple québécois.
C'était ça l'objectif du départ au niveau minier. Puis je vous dirais qu'en 2025, ça n'a rien changé. C'est toujours la même logique. On est à ce niveau-là. La loi comme telle a été modifiée à plusieurs reprises. Puis je me suis amusé à faire le tour historiquement, juste pour vous donner les années où il y a eu des modifications. En 65, en 68, en 70, en 77, en 79, en 82, 87, 98, 2005, 2013, 2021, 2024. Il y a eu toujours des adaptations qui ont été faites jusqu'à l'an 2011, qui étaient toujours pour favoriser l'entreprise. Juste pour vous donner un exemple, au niveau de 1998, 87, 98, il y avait les actions accréditives qui ont été apportées pour permettre l'exploration minière, qui permet à des citoyens comme vous, comme les entreprises, c'est surtout les entreprises, à déduire finalement les actions qu'ils achètent, puis au niveau de leurs impôts, puis ils peuvent récupérer jusqu'à 30% de leurs impôts payés. Alors, donc, c'était ça la logique. Mais depuis, disons-le, quand même, depuis Québec Meilleure Mine et plus de groupes citoyens se sont mobilisés à la fin des années, autour de 2010, là, il y a eu vraiment un changement au niveau du gouvernement. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais aussi vous présenter finalement le contexte de création de Québec Meilleure Mine. Puis pour le faire, il faut peut-être expliquer encore historiquement dans quel contexte on s'est situé quand Québec Meilleure Mine est parti. En 1987 jusqu'à l'an 2000, l'or a chuté, mais vraiment là, dramatique. C'était vraiment dramatique. Là, on parlait de 400 $ de l'once en 1986 et ça a chuté là, à 80 $ l'once. L'Abitibi, en tout cas, entre autres, tous les endroits où est-ce qu'on développait l'or, a chuté, les mines ont fermé. Et là, on s'est retrouvés avec du chômage, on s'est retrouvés vraiment en difficulté. À partir de l'an 2000, ça a repris au niveau minier. Et puis là, les entreprises se sont senties comme mandatées de faire ce qu'ils voulaient. Alors, l'exemple parfait qui a déclenché la rencontre, la formation de Québec Meilleure Mine, c'est à Malartic. Et c'est la fameuse compagnie là, qui est Osisco, qui a finalement décidé de développer la mine d'or à Malartic, qui est la mine à ciel ouvert, qui va fermer bientôt dans 2 ans, et qui a finalement décidé qu'à l'arrivée avec ses grands sabots, le BAP était en train de se faire. On avait des gens qui étaient en train des citoyens poser des questions, se faire répondre. Et à l'extérieur, les maisons étaient déménagées, étaient détruites, puis la décision n'avait pas été encore prise. La raison que Osisco donnait, c'est qu'il disait bien, on n'est pas sûr d'être autorisé, mais c'est tellement pressant qu'il faut absolument déménager les gens. Fait qu'on s'est retrouvés, finalement, comme citoyens, à avoir des camions complètement là, chargés de maisons, partir de la zone nord de la ville, puis être déménagés au niveau de la zone sud. 138 maisons comme ça ont été évacuées. Et la balance, à peu près, là, si je le compte vite, là, 70 autres maisons ont été détruites. Ils ont détruit aussi 6 édifices publics, des écoles, bibliothèques, ils ont tout détruit, en disant, bien regardez, nous, on va vous le reconstruire, ça va tout être bien beau, bien cute. Puis les citoyens étaient devant un fait accompli. C'est là que la mobilisation citoyenne s'est faite. J'aimerais souligner le travail de Mme Nicole Kirouac, qui était avocate, qui a bénévolement commencé le travail. Hugo Lapointe, qui est arrivé, que ses parents demeurent en Abitibi. Hugo, qui a parti le mouvement Québec Meilleure Mine. Puis Henri Jacob, qui s'est retrouvé aussi avec l'Action boréale pour essayer de s'unir pour former un groupe de citoyens pour défendre les citoyens. De mon côté, moi, dans ce temps-là, j'étais le président du syndicat de l'enseignement de l'Ungava, de Abitibi, du Témiscamingue. Et un jour, quelqu'un est venu me cogner à la porte de mon bureau. Puis c'est un monsieur qui avait 67 ans, puis il me dit « Monsieur Nantel, je peux-tu vous parler? » Je dis « Oui, pas de problème. » Il me dit « Je viens d'être exproprié.
Ils sont rentrés chez moi, le directeur de l'usine, avec 2 avocats, et ils m'ont mis devant moi un contrat. Ils ont acheté ma maison, 60 000 $. Et ils m'ont dit, je n'ai pas le choix, il faut que tu signes. Puis j'ai signé pour réaliser après ça que finalement j'avais peut-être des droits. Puis il dit, on a besoin de quelqu'un comme vous, parce que j'étais connu dans le milieu au niveau environnemental, pour nous aider. Fait que, il y a eu comme... C'était pas encore la coalition qui a été formée Québec Meilleure Mine, mais on était là, donc Henri, Jacob, il y avait Hugo, Nicole, puis il y avait moi, qui, au niveau des médias, on s'est mis à parler du projet. Les journalistes se sont prêtés finalement à nous écouter, puis c'était très rare dans ce temps-là qu'on écoutait les citoyens. Au niveau des médias dans notre région, c'est eux qui payent les médias, qui font vivre les médias. Ça fait que l'industrie minière, ça fait qu'on faisait vraiment attention de ne pas les heurter. Hein? C'était vraiment ça. Fait que là, Cisco se sentait vraiment, vraiment là, à l'aise de faire ce qu'ils voulaient. Et puis, ils ont été ce qu'on appelle un rogue. C'était des compagnies vraiment, là, on fonce, on s'en va dans ce sens-là. Il y avait aussi en 2000, comme je vous ai dit, là, une reprise de l'usine. Il y avait 2 sujets qui étaient vraiment d'actualité. Il y avait ce qu'on appelle les sites miniers abandonnés. Actuellement, il y en a encore 400. Le gouvernement évalue qu'il y a 400 donc, sites au Québec de mines abandonnées. On en parlait dans ce temps-là, il était autour de 650. C'est des sites, finalement, où on a des contaminations de l'eau, les rivières, les lacs. C'était vraiment, c'est encore vraiment là, très, très... Ils évaluent ça actuellement à 1,2 milliard de dollars pour restaurer aujourd'hui. Puis soyons réalistes, là. On parle en réalité, au niveau d'évaluation que le Québec, que mon organisation, le Revimap, on parle plus de 3 milliards à 3,5 milliards aujourd'hui d'évaluation de restauration. Puis attention, là, on a parlé de ça comme restauration. Le gouvernement est arrivé en 2017, la CAQ, les champions de l'environnement, ont annoncé qu'il allait faire de la restauration au niveau du Québec, puis c'était vraiment le message lorsqu'ils ont voulu être élus. Résultat, ils ont injecté à peu près 150 millions sur à peu près 7 ans. Et sur ces 150 millions, il y a quelques petites... c'est quelques sites qui ont été rénovés. Quand on parle de rénover, là, c'est de mettre 6 pouces de terre puis mettre du gazon dessus. OK? Alors, ils ont fait ça et ils ont dit, on ne peut pas restaurer toutes les sites, il faut analyser la qualité. Donc, vous voyez, si le débat est en 2000, on est en 2025, on est encore pris avec des sites contaminés. Il y a aussi l'autre sujet qui était parlé dans cette période-là, de 2000 à 2010, c'était les redevances minières. Au Québec, grande surprise, les redevances dans cette période-là, on ne les calculait pas par année. Fait qu'on a fait, comme il y a eu des recherches qui ont été faites en 2002 et 2008, 6 ans, il y a eu 259 millions qui ont été donnés en redevances minières au Québec, ce qui veut dire 43 millions de dollars. Alors, c'est rien, là. Je veux dire, quand on regarde l'argent qu'ils ont fait eux. Et que ça, c'était le contexte qui est fait que Québec Meilleure Mine s'est accroché avec Cisco, s'est accroché au niveau des redevances et s'est accroché donc aussi au niveau des sites miniers abandonnés. Fait qu'on a commencé à militer, puis on s'est comme trouvé à être les seuls au Québec là, à avoir cette voix-là qui était écoutée. Donc, on est devenu le groupe qui est de référence pour que les médias puissent contacter puis nous demander où est-ce qu'on s'en allait. Fait que si je continue avec Cisco, qui a fait déborder le vase, puis a fait que la mobilisation a fait, c'est que, suite donc au déménagement, c'est une compagnie qui a, comme je vous disais, s'occupait absolument pas des règlements qui pouvaient faire s'en aller. Au niveau des élus de la région, puis en Abitibi, puis excusez, je vais être très sévère, parce que je sais qu'il y en a ici qui sont des conseillers, des conseillères, mais chez nous, en Abitibi, puis je pense que c'est même au nord du Québec, puis même probablement pas à travers le Québec, et la majorité des élus
ont comme objectif le développement économique de leur petit village et ils encouragent la venue d'entreprises pour faire de la taxation, puis grâce à la taxation, pouvoir faire du développement de la ville. Donc, c'est comme un piège qu'on se retrouve. Et je ne les blâme pas, ils sont dans cette dynamique-là de dire on développe. Donc, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Puis pour Malartic, la grosse nouvelle, c'était de dire on va passer de 3 489 habitants avec cette mine-là, puis on va tomber à plus de 8 000 habitants. Grâce à cette mine, donc les taxes, donc on va pouvoir avoir des beaux parcs, on va pouvoir développer la ville, ça va être fantastique. Résultat, pour la dernière nouvelle, là, c'est en 2022, il y a 3 555 habitants. Après avoir fait une mine à ciel ouvert, la plus grosse en Amérique du Nord, avoir détruit de souvenirs de 9,6 km de large et de longueur, 12 km de territoire complètement détruit, pour finalement pas avoir l'augmentation de citoyens. Puis juste petite parenthèse, parmi ces 3 355 habitants, il y a beaucoup de fly-in, fly-out. Alors donc, dès qu'il y a fermeture de cet endroit-là, la ville va se chuter, il va tomber, les gens qui ont des maisons vont être évalués. Et ça, c'est le contexte. La compagnie, pour vous donner comment ils s'en foutaient comme dans l'an 40, voulait donc opérer rapidement. Ça fonctionne par sous-traitant, une entreprise. Pourquoi? Parce que les sous-traitants, finalement, s'ils font une erreur, c'est pas la mine qui va payer, c'est les sous-traitants. Il y a une loi qui les oblige à avoir une assurance de 25 millions chacun. Et ce que la compagnie disait à ces compagnies-là, puis ce que je vous dis là, c'est tout est documenté. Je n'invente rien. C'est des documents qu'on a réussi à avoir au niveau de l'accès à l'information lorsqu'il y a eu des jugements contre la compagnie. Elle disait aux compagnies, regarde, ta date de fin d'opération, c'est le 25 juin 2010. Si tu as un délai de 6 mois, au lieu de te donner tant, on va t'enlève tant de pourcentage. Puis plus ça allongeait, plus la compagnie diminuait. Fait qu'est-ce que vous pensez que les sous-traitants faisaient? Ils allaient de toute vitesse pour pouvoir faire l'exploitation. Alors donc, ils ont fait des sautages, je vous dirais, là, assez dangereux, parce que les roches revolaient sur les maisons. On revolait, là, on l'entendait, là. J'ai des films, en passant, si vous voulez voir tout ce que je vous dis, là, au niveau du visuel, sur la page du Revimat, c'est tout filmé, puis on entend là, les roches frapper des poteaux électriques et tout ça. Mais comme je vous dis, là, c'est illégal de le faire, mais ils le faisaient parce qu'ils voulaient rentrer. Il y a eu aussi le mur qu'ils ont mis. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser une certaine machinerie parce qu'elle était trop grosse, faisait trop de bruit. Ils l'ont fait quand même. Et la logique derrière les minières, puis j'en parle beaucoup pour Osisko, parce que je sais qu'à Murdochville, ils veulent faire un redéveloppement, et c'est la même compagnie. Là. Juste vous dire que si vous font des beaux sourires, dites-vous qu'ils ont un historique là, pas mal fait. Donc, ces gens-là ont utilisé de la machinerie et, qui était illégale, et c'était plus payant de payer l'amende que de respecter là, les règles. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une amélioration qui a eu lieu lorsque la compagnie Osisko a cédé à 2 autres compagnies. Là. Il y a Yamanago, puis il y a la compagnie Agnico Eagle qui a repris ça en 2014. Et j'avoue que c'est avec cette compagnie-là, ça s'était beaucoup amélioré. Nous autres, notre mobilisation était au niveau politique. On est allé en 2011, on a été au niveau du Parti québécois, on a essayé de faire augmenter les redevances. Je ne sais pas si vous avez souvenir, le gouvernement péquiste avait fait une publicité pour être élu avec un gros camion, puis la benne, elle se levait, puis voici les redevances du Québec, puis on voyait une roche tomber à terre. Puis on disait, c'est la hauteur de nos redevances. Puis nous, le PQ, on va pouvoir faire monter ça. Oui, il y a eu une bonne amélioration. Nous, ce qu'on demandait au niveau de Québec Meilleure Mine, c'était donnez-nous 5 % de la valeur brute du minerai d'or, d'argent de sucre, 5 % qui revient au Québec. Le résultat, ça a été plutôt sur la valeur au puits et non pas la valeur brute. Alors, juste pour vous donner une idée, là,
pour vous dire comment ça nous avait enragé puis continuer à nous mobiliser comme Québec Meilleur Mine. Voici la valeur au puits, OK, c'est-à-dire la valeur brute. Et ça, c'est la valeur brute, la hauteur du crayon. Puis là, on disait, vous avez le droit de déduire tout ce que vous avez mis en infrastructure pour diminuer la valeur que vous avez cueillie. Fait qu'on enlevait tout, il restait juste ça, et on payait de l'impôt, on payait là, des redevances, on recevait des redevances sur ce qui restait. Ce qui donnait, quand le PQ le fait au départ, 2%. Aujourd'hui, il y avait une règle qui disait que si on faisait un peu plus d'argent, la compagnie faisait un meilleur revenu, elle pouvait leur payer plus. Puis on s'en est retrouvé aujourd'hui, avec la valeur de l'or, on se retrouve là à des redevances qui varient autour de 800 millions. Peut-être 900, là, il y a eu des hauts, des bas, là, puis ça a redescendu aux dernières années. On va le savoir seulement au mois de mars là, pour 2023, combien c'est. Mais donc, on n'a pas ce qu'on voulait comme organisation, mais pire. Puis ça, là, je vous dis, là, ça, c'est moi, personnellement, là, je l'ai bûché tant que j'ai pu. Quand on donne ça, la compagnie peut prendre le montant qu'elle nous a donné et de le mettre sur son impôt minier à elle, parce qu'une compagnie paye de l'impôt, et de réduire son impôt du montant qu'elle nous avait donné. Considérez ça comme une dépense. Alors, vous voyez là, le contexte, là, on gagne des choses, mais avec des guillemets. Il faut toujours faire attention puis de lire les petits caractères. Alors donc, on a beaucoup lutté de ce côté-là. Et finalement, en 2014, tu parlais de TJL, est arrivé. Hugo a travaillé énormément avec la firme avocat. Puis on a été voir, on a essayé de discuter avec la compagnie. Je suis allé avec Hugo, on est allé en secret voir le directeur, M. Blais, pour essayer de dire, regardez, là, déniaisez-vous, là, on n'est pas pour la population qui est au sud, okay, de la voie ferrée, qui est en dedans de 800 mètres. C'est de la poussière, c'est des vibrations, c'est des explosions. Aidez-les à vendre leur maison et d'acheter leur maison et de leur payer une nouvelle maison, mais au prix que ça coûte ailleurs, parce que ça coûtait moins cher. La valeur des maisons a baissé. La compagnie ne voulait rien savoir. Fait qu'on est allé en recours collectif. Puis comme par hasard, on a déposé le recours collectif. Et puis en août 2016, et un mois après, la compagnie est arrivée avec une entente de cohabitation. Puis elle a dit, regardez, comme on est une bonne compagnie. Donc, grâce au fait qu'on est allé à une annonce qu'ils ont donné des compensations aux citoyens qui ont été là. Ils n'ont pas racheté leur maison, ils ont refusé ça. Mais ils leur donnaient tant par mois, puis pour la poussière, puis en tout cas, ils ont donné. Donc, c'était déjà une amélioration. Et pendant tout ce temps-là, Québec Meilleur Mine, on a été l'intermédiaire entre les avocats et la compagnie jusqu'à ce qu'il y ait une entente hors cours en 2019. OK, alors juste pour vous donner, là, bon, Hugo a commencé, puis finalement, c'est moi qui ai fini. Puis là, il y avait des discussions. Je vous le dis tout de suite, pour des gens qui ont des minières, qui veulent se développer dans un coin près d'un village, c'est excessivement difficile pour des groupes comme les nôtres. C'est émotif. Les gens pleurent, les gens s'enragent, il y a la colère, il y a des menaces entre les employés et les gens défient. Alors donc, Québec Meilleur Mine a vraiment sa place. Puis, maintenant, Québec Meilleur Mine, une de ses grandes missions, c'est d'y aller, plus d'aider les citoyens en place. Ne pas se substituer aux gens qui sont dans le village ou dans la ville impactée, mais de les aider. Puis en passant, Rodrigue fait un excellent travail de ce côté-là. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du décollage. Puis Hugo, Rodrigue m'a demandé de parler des éléments dans lesquels on a travaillé beaucoup au niveau de Québec Meilleur Mine. Alors donc, on a amélioré finalement le régime des redevances minières. Ça a été beaucoup mieux. On a eu un peu plus d'argent au niveau syndical. C'est encore à se battre pour le faire. Il y a eu donc en 2011 un changement majeur pour les redevances. Et en 2024, il y a eu une indexation qui a été faite là, au niveau de ces redevances-là et d'autres impôts qu'on leur charge. Donc, il y a déjà une amélioration, mais c'est à faire encore. On a demandé aussi des garanties financières afin de restaurer les sites miniers. Là. Vous savez que c'est en dedans de 2 ans. La compagnie dit, bon, ben, ça va coûter tant de millions pour restaurer.
on vous donne 50% dès que vous avez le décret est autorisé de la restauration. Après ça, vous avez 2 ans. 25% la deuxième année, la première année d'anniversaire, 25% pour le deuxième anniversaire. Donc, ils doivent nous payer tout de suite un montant. Ce qui fait que s'ils font faillite, on a un montant d'argent pour faire de la restauration. Excusez, mais je vais vous décevoir, mais la restauration dans le domaine minier, là, il n'y a que la restauration qui est le mot. Mais la vérité, c'est la sécurisation qui se fait. C'est que, finalement, avant ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de la contamination, on mettait de l'eau dans les rivières, puis tout ça. Maintenant, on met des digues. OK? On met des usines pour pouvoir essayer de les nettoyer avant de les envoyer. C'est mieux, mais c'est pas de la restauration. Tu sais, je vous le dis, là, c'est de mettre 6 pouces de terre, puis quelques graines, puis on a à Val-d'Or, quand les journalistes viennent, on leur fait visiter un site qui dit restaurer. Imaginez un champ avec du gazon qui est jaune. Et c'est ça la restauration dans notre milieu. Fait que donc, il y a énormément de travail de ce côté-là pour essayer de trouver comment l'améliorer. On a aussi élargi l'encadrement environnemental. C'est-à-dire, c'est pas tout là, de l'aspect minier. Il faut protéger les milieux humides, les milieux hydriques, les zones protégées, et puis protection des lacs et des rivières. Ça, on a beaucoup insisté, puis on a insisté encore que c'est des choses qui doivent être protégées. Malheureusement, vous savez comme moi, c'est le lac Bloom. C'est quoi, 12 lacs là, qui sont détruits. Et puis, le gouvernement a accepté qu'ils soient détruits pour pas que la compagnie fasse quelques kilomètres avec des camions puis de faire des montagnes de résidus. Fait que c'est pas grave, on le fait. Donc, vous voyez, on n'a pas réglé ce côté-là. L'acceptabilité sociale. Alors donc, on voulait que les gens acceptent le projet. Mais l'acceptabilité sociale, vous le savez, vous le vivez probablement chez vous, c'est combien je peux te payer pour que tu te fermes la gueule. C'est ça, l'acceptabilité sociale. Fait que les compagnies arrivent et disent aux citoyens, voici, si tu acceptes, on va te donner par année peut-être 1 000 $ pour pouvoir faire le ménage de tes affaires. On est-tu fin, on est-tu gentil? Et le gouvernement complice a fait 2 structures. Le comité de liaison et le comité de suivi. Fameux comité de liaison secret. On apprend dans un projet qui est chez nous, à la mode, que Chambre de commerce est là-dessus et les élus, conseillers municipaux et la compagnie se rencontrent en huis clos. La compagnie leur dit, regardez quel l'argent vous allez faire. Regardez vos compagnies, là, comment vous allez, ça va être payant, vous allez pouvoir créer des jobs. Puis là, après ça, ils s'en vont voir le public. Puis dans la foule, quand il a fait, là, les gens qui sont sur le comité de suivi se mettent à applaudir à chaque fois que la compagnie. Donc, ils ont créé en cachette, sous l'obligation du gouvernement, qui paye un employé de l'État pour aider finalement la compagnie à vendre son projet. Rentrez-vous ça dans l'esprit. Là. Notre gouvernement paye un employé pour aider l'entreprise à vendre son projet. Ensuite, on s'en va, on dit, on va écouter les citoyens. On fait un comité de suivi. Alors, vous allez recevoir un coup de téléphone. Voulez-vous faire partie du comité de suivi? On connaît votre affaire. J'ai été invité à tous les projets comme ça. J'ai toujours refusé d'y aller, en passant. Pourquoi? Parce que quand on va là, on cautionne la compagnie. Et tout ce qu'ils font pendant les 2 heures, ils vous présentent les beaux côtés, comment ça fonctionne, et ils ne vous écoutent pas. Puis, on engage des compagnies de communication comme Transfert Environnement, qui, eux autres, sont payés à la solde de l'entreprise, et puis elle vous dit, voici où est-ce qu'on s'en va, et puis là, ils donnent la parole à un tel ou à un tel. Puis quand... Alors donc, c'est ça qui est actuellement au niveau de l'acceptabilité sociale. C'est du travail. Les tiers. Ça, territoire incompatible avec l'activité minière, c'est vraiment bien, je vous le dis, j'y crois. Le problème, je vous l'ai dit au départ, les élus ont besoin d'avoir de l'industrie pour avoir des taxes pour faire. Donc, dans certaines régions, ils ne veulent pas exclure des territoires. Puis nous, comme citoyens, on dit hey, cette zone est une zone protégée. Cette zone-là, là, c'est une forêt ancienne. Touchez-y pas.
On veut que ça soit un tiers, on veut que vous le retiriez. Silence complet, non, on ne veut pas. On nous les retire, on ne nous le dit pas. Puis là, la MRC demande au gouvernement quelques petits territoires. Puis souvent, c'est déjà des territoires qui sont déjà tous détruits. Fait que là, on dit, on veut les protéger. Ils sont tous détruits. C'est une belle connerie. Ou encore, on appelle la compagnie forestière, puis on dit, regardez, on va essayer de retirer, là, venez vite chercher les arbres. Puis on a des zones dans notre coin, là, qui ont été toutes déboisées avant que là, on lève la main et on dit, ah ben, protégez donc ce territoire-là. Non, il n'y a plus rien. Alors donc, ça, il y a du travail à faire de ce côté-là. Ah, je suis positif, hein? Là où on a une grande bataille qu'on a gagnée, puis j'aimerais souligner Marc Fafard, qui a été un des grands travailleurs de ce côté-là, puis un des grands militants, c'est au niveau de l'uranium, puis d'interdire le développement de l'uranium au niveau là, du Québec. Et puis Marc a vraiment fait un travail fabuleux. Il y avait les médecins aussi au niveau de cette île qui se sont impliqués. Il y a nous au niveau de Québec Meilleure Mine. Et on a réussi finalement à mettre comme un moratoire là, de ce côté-là. Ça, c'était un travail qui a été gagné là, puis à souligner. Puis il y a aussi l'amiante. Mais faites attention, vous savez comme moi, les citoyens de ce côté-là, j'ai écouté la mairesse qui est toute contente. Il va y avoir un problème là, au niveau de la contamination de l'air. Ça, qu'il y a du travail à faire de ce côté-là, mais on a gagné quand même à exclure l'amiante. Et puis finalement, la lutte qui s'en vient, métaux stratégiques et critiques que Rodrigue va vous présenter tout à l'heure. Alors donc, c'est là qu'on est, on travaille. On est formé de plusieurs comités au niveau du Québec Meilleure Mine. On a des comités de citoyens qui sont notre base en passant. C'est pas tout égal. Il y a des groupes là, que moi je pilote depuis des années il y en a qui sont des victimes, puis il faut le comprendre quand on aide les citoyens comme nos organismes. Vous n'êtes pas avec des militants, vous êtes avec des victimes. Or ça, c'est notre leçon comme groupe qu'on doit faire, c'est toujours penser, quand monsieur ou madame vient, qui choque, qui se met à pleurer ou qui te menace, elle le fait en temps de stress, elle n'est pas capable de le dire à la compagnie, mais elle te le dit à toi. Il faut le comprendre, il faut donc y aller de façon vraiment chirurgicale, les aider, puis leur dire, regardez, là, la loi est ça, il y a telle compagnie, il y a tel organisme qui peut vous aider. Il y a au niveau légal, vous pouvez aller ici, puis là, on peut leur expliquer. Mais l'idée, c'est de ne pas leur prendre la place. Ça, c'est la pire affaire qu'on peut faire. On a des groupes, donc, des comités environnementaux, on a des syndicats, des instituts de recherche universitaires qui nous aident beaucoup, puis des associations de médecins. Fait qu'on est quand même bien fait. C'est à peu près 300 000 Québécois qui sont touchés, là, directement et indirectement, de ces associations-là. Notre résidence, donc, est d'essayer de trouver un discours qui contrecarre tout le discours du développement économique, que ça doit passer en premier. Et ça, c'est difficile. On a actuellement, au niveau foresterie, beaucoup de pertes de jobs. Donc, on utilise cette peur-là pour les minières. Les employés qui sont là ont peur de perdre leur emploi. C'est des gens qui gagnent des gros salaires, qui sont hyper endettés et ils ont peur de perdre leur chemise. Je vous donne juste un exemple, parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend mieux. Moi, je viens de Lebesgue-Quévillon. C'était une compagnie forestière et elle a fermé ses portes. Il y a eu 500 personnes qui ont perdu leur emploi. La ville est devenue une ville fantôme. Ma maison personnelle, qui valait, là, dans le Bas-Mont, dans ce temps-là, elle valait à peu près 350 000, j'ai réussi à la vendre 120 000. Et je suis un des chanceux qui a réussi à vendre ça. Les gens, là, les ouvriers, rentraient à la Caisse populaire, puis ils arrivaient avec leurs clés, leur gros troc, puis ils garochaient ça sur la table là, du directeur, du gérant de banque, là, du gérant de la Caisse, puis ils disaient « Tiens, tabarnak, je m'en vais, je paye pas ma dette, voilà mes clés de mon auto. » Ça, là, c'est la peur qui fait que les compagnies réussissent à faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est à nous autres d'essayer de trouver un langage. Où on peut aller, c'est politiquement.
demander, exiger que des redevances minières qui vont tout au Québec, qu'il y en a une partie qui vient dans les zones qui ont fourni ces redevances. Ça, c'est vraiment là, une des choses qu'on peut travailler là, fortement au niveau de nos redevances. L'autre, demander au gouvernement de faire des versements autres que celles des taxations, de piger dans l'impôt québécois, puis d'aider de ce côté-là. Ça, c'est peut-être des situations que Québec Meilleure Mine peut travailler. On a fait, juste pour vous donner encore du travail qu'on a fait, là, on a fait une vingtaine d'évaluations environnementales sur des projets miniers. On a participé à 10 enquêtes de bureaux d'audience publique. On a même la possibilité que Rodrigue siège au niveau des membres actifs du comité de consultatif là, du ministère là, des Mines du Québec. On est là, on siège. On ne nous écoute pas. On nous traite comme des parias, mais on est là. Alors donc, ça nous donne une possibilité d'avoir une voix, mais je vous dirais, là, honnêtement, ce n'est pas une grande écoute qui est de ce côté-là. On est là. Quelles sont les 4 grandes étapes qu'on a développées? Ça, on avait... C'est réduire à la source. Ça, c'est une des choses qu'on travaille. Réduire à la source, ça veut dire recyclage, ça veut dire, puis chez nous, je vais vous le dire, c'est l'or. 92% de l'or sert pour faire des lingots d'or pour les banques et pour faire des bijoux. Puis la majorité des bijoux, c'est en Indonésie. Pourquoi? Parce que les familles, quand les couples se marient, le cadeau qu'on donne, c'est des bijoux en or. Donc 92% de l'or est produit là. 8%, ce n'est que de l'électronique, puis des objets là, quand même au niveau technique, mais le reste, 92, ce n'est que... Donc, on pourrait arrêter de faire cette exploitation-là, et ça fonctionnerait. Mais je vous le dis tout de suite, hein, on nous dit comment que c'est le lingot d'or, ça c'est quelque chose là, de précieux pour l'économie. Protéger l'environnement, respecter les droits des nations autochtones, et pollueurs-payeurs, et justice fiscale. Excusez, je regarde mon heure, quand je parle, je pense... OK, j'ai encore du temps. C'est parce que là, on a la présentation des gens, c'est ça? Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Donc, on a eu beaucoup de projets. Là. On est partout. OK? Juste vous dire vite, j'ai fait pas tout. ArcelorMittal, la Casaba Ouest, Dumont, Eldorado, Falco, Fonderie-Horn, Galaxy, Lithium, Grenville-sur-le-Rouge, IAMGO, Voisin-Mac. Alors, vous voyez, là, on est partout. Puis, ce que je vous dis de positif, c'est qu'au niveau minier, oui, il nous invite à part, je ne parle pas d'un comité de suivi, je vous le dis tout de suite, et il y a eu dans certaines compagnies des bonnes écoutes. Je voudrais juste souligner que Rodrigue a nommé les gens du coco qui ont participé, mais j'aimerais souligner 3 départs au niveau coco. Au niveau de Nature Québec, alors Alissane Simard qui nous a quittés, il y a au niveau de CSN Laurentide, il y a Mme Maillé, Chantal Maillé, et au niveau de la CSN nationale, Isabelle Ménard. Alors, je voulais juste remercier ces 3 personnes d'avoir participé au niveau du coco. Et puis les autres, je ne sais pas, Louis, je pense qu'on ne t'a pas nommé quand au départ, là, c'était le pavillon. OK, fait que je vais vous nommer le coco rapidement, OK? Parce que quand même des gens qui s'impliquent énormément. Au niveau environnemental, Rodrigue de Mining Watch, Henri Jacob d'Action Boréale, Émile Cloutier-Brassard qui est juste là, au niveau d'Au Secours. Au niveau des universités de la santé et des municipalités autochtones, on a Frédéric Bordelot de droit au niveau de l'Université de Montréal, M. Filion, Denis, conseiller municipal de Grenville-sur-le-Rouge. Citoyen, on a Louis Saint-Hilaire qui est juste ici, au niveau de Papineau-Laurentide, au BV. Marc Fafard, que j'ai nommé, qui est complètement en arrière, et moi-même au niveau du